Leader en transition, avec le soutien du service de la promotion de l'économie et de l'innovation du canton de Vaud et de la direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle du canton de Fribourg. Comment embarquer ses collaborateurs et ses collaboratrices dans la démarche durabilité de son entreprise? Aujourd'hui, Leader en transition démarre à Yverdon, dans l'un des bureaux du groupe RWB. Active depuis 1938 dans le domaine de l'ingénierie et présente dans presque toute la Suisse romande, la société familiale emploie plus de 290 collaboratrices et collaborateurs qui conseillent et accompagnent les collectivités publiques et les clients privés dans leur réalisation. Ces domaines d'activité recouvrent l'aménagement du territoire, l'eau, l'énergie, l'environnement, la géologie, la géotechnique, la métrologie, le génie civil et les systèmes d'information. C'est son responsable de domaine environnement, Yann Robrat, qui se prête aujourd'hui à l'expérience de leader en transition en se rendant à Fribourg chez l'agence digitale LIP. Depuis plus de 10 ans, LIP accompagne ses clients et clientes dans leur transformation digitale en développant des logiciels et des sites web régulièrement primés. LIP se démarque en réfléchissant particulièrement à l'impact social, écologique et économique de ses solutions, et en étant organisé en équipe autogérée selon le modèle de l'holacratie. Un engagement qui a amené LIP à développer des outils qui permettent à l'ensemble de ses 220 collaboratrices et collaborateurs de s'impliquer dans la durabilité portée par l'entreprise. C'est ce que David Jean Monod, responsable durabilité chez LIP, va partager aujourd'hui avec Yann. Du coup, on a des entreprises en termes de taille, qui se ressemblent un peu. Nous, on est 230, vous êtes 280. Je pense qu'on a aussi un peu les mêmes challenges d'activation de la durabilité auprès de l'ensemble des employés. Bien sûr, parce que les employés, finalement, ils ont tous des profils différents, ils ont des connaissances différentes aussi, des niveaux de connaissances, on va dire, par rapport à la thématique du développement durable. Et puis, ils font des métiers différents, clairement, avec aussi, en fait, typiquement les moyens de déplacement. On a des ingénieurs dans le domaine de l'environnement ou du génie civil qui se déplacent volontiers en transport public, alors que typiquement les géologues, ils ont beaucoup plus de peine à lâcher la voiture. Bon, ils ont aussi beaucoup plus de matériel, je pense, ce qui fait un peu, ça dépend. Effectivement, mais disons que voilà, c'est une question de psychologie, on va dire, et puis de fonctionnement même des gens, et qu'il est important finalement aussi de considérer quand on essaye de mettre en œuvre finalement le développement durable au sein de l'entreprise. Ah, c'est clair que je pense que l'aspect culturel, il est fondamental. Donc en fait, vouloir faire de la durabilité, si on travaille pas sur la partie culturelle, ça peut pas marcher, quoi. Et vous, comment vous organisez la durabilité chez vous? C'est quoi les challenges principaux auxquels vous faites face? Je pense que comme vous, il y a deux choses, on va dire. Il y a sur les projets, par rapport à ce que nous on offre aux clients, et puis après il y a en interne, au niveau de la gestion de l'entreprise. C'est pas tout à fait les mêmes challenges, c'est pas tout à fait les mêmes thématiques, puisque d'un côté, on construit vraiment des gros ouvrages, on construit des infrastructures, alors que de l'autre côté, on est un bureau avec finalement les soucis et les inquiétudes qu'on peut avoir au niveau de la gestion d'un bureau. Donc c'est principalement, on va dire, des problématiques en termes de déplacement. C'est pour ça qu'on a mis en place un plan de mobilité au sein de l'entreprise aussi pour essayer de déjà voir où est-ce qu'on se situe, voir quelle est la situation de départ sur laquelle d'où on vient finalement, et puis mettre en place des mesures pour aller de l'avant. C'est des questions de consommation énergétique des locaux. On est propriétaire d'un certain nombre de sites. Sur d'autres sites, on est locataire. Mais la thématique, par exemple, du chauffage, de la consommation électrique, etc., forcément, c'est des sujets qu'on va retrouver. La gestion du papier et la digitalisation aussi, finalement, du métier, donc de supprimer tout ce qui est possible de supprimer comme impression. C'est un enjeu aussi qu'on a. Et puis après, c'est tout le matériel informatique, parce que notre métier, il est éminemment aussi informatisé, avec pas mal de logiciels métiers, etc., qui doivent tourner sur des machines, certaines des machines plutôt puissantes, qui doivent être disponibles, aussi avec le télétravail, en fait accessibles depuis la maison. Donc on a tous les enjeux qui sont liés à cette partie informatique et fonctionnement finalement des systèmes informatiques au sens large pour faire fonctionner le bureau. Ouais, et puis c'est un enjeu qui devient de plus en plus majeur, en fait. Nous, on se rend compte, on fait notre bilan CO2 depuis plus de 15 ans, et en fait, pendant les premières années, on avait des gros impacts sur les locaux, le chauffage des locaux, la mobilité.
L'informatique était encore une partie réduite. Et puis, avec les années passant, les améliorations qu'on a pu faire, en fait, maintenant, c'est l'informatique qui est notre plus gros facteur. Mais je pense que c'est comme pour vous, société de services. Oui. En fait, on est tous avec l'informatique avec un des gros élément principal. Clairement. Surtout quand on commence à intégrer aussi tout ce qui est, on va dire, émissions en amont et puis en aval, donc toute la partie fabrication des équipements et puis toute la partie élimination en fin de vie, donc recyclage. C'est vrai que c'est des enjeux qu'on essaye de prendre en compte quand on fait les achats, qu'on essaye d'intégrer. D'ailleurs, on a mis en place une charte d'achat pour aussi engager finalement nos fournisseurs, engager les gens avec qui on traite, et puis pour avoir des informations aussi sur leur façon de gérer ces aspects de développement durable. Puis au niveau de la mobilité, vous avez déjà un peu des chiffres, vous savez un peu où vous vous situez? Dans le cadre du bilan CO2, effectivement, on l'a vu. On a un souci, ou on va dire culturel au sein de l'entreprise, c'est que comme société, on n'est pas présent dans les grands centres urbains, ou peu présent dans les grands centres urbains. On est une société qui a plutôt une structure très décentralisée. On a par exemple les bureaux fribourgeois à Braux, à Marly, et puis on va dire proche de Fribourg, il y a encore Payerne, pour citer 3 sites, on va dire, sur lesquels on est présent. Puis on voit bien que c'est pas les grands centres urbains avec forcément des pas connexions. Les mieux connectés au transport public. Exactement. Ouais. D'ailleurs, quand on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau de la connectivité, il y a l'Office fédéral de l'aménagement du territoire, l'ARE, enfin du développement territorial, qui a créé des catégories. Et puis ce qu'on a constaté, c'est qu'on a pas mal de bureaux en fait qui sont dans les catégories les moins bien desservies. Donc on est dans les catégories C, D. Ce qui fait que c'est effectivement un enjeu en fait, comment est-ce que les gens viennent au travail, et puis on essaye de pousser le covoiturage, on essaye de quand même inciter les gens à utiliser le transport public là où c'est possible, etc. Mais ça nécessite une mise en œuvre qui est vraiment adaptée en fait à chacun des sites et avec des mesures qu'on va décliner aussi par rapport aux sites, puisque finalement les enjeux ne sont pas les mêmes et les solutions possibles ne sont pas les mêmes non plus. Donc c'est vraiment une analyse fine qu'il faut mettre en œuvre pour arriver à résoudre ces problématiques. Alors moi j'ai la chance, on n'a pas eu besoin d'attaquer cette problématique. La société est plus jeune, on a 15 ans, et dès le début c'était l'idée de faire tout en transport public. Donc on a 6 bureaux, les 6 sont à chaque fois centre-ville, accessibles à la gare. Ce qui fait qu'on arrive maintenant à 98,8% de tous les trajets qui sont faits en transport public. C'est beaucoup. Ouais. Je crois qu'on ne va pas se battre pour le des dernier trajets pendulaires ou aussi professionnels? Professionnels et pendulaires. Les deux. Si je prends que les trajets professionnels, on est à 99,9. Ouais. Parce que du coup, les gens ne viennent pas en voiture, on n'a pas de parking, donc ça veut dire qu'après, c'est pas facile de prendre une voiture. Les quelques exceptions, c'est quelques trajets mobility, qu'il y a du matériel à transporter. Non, nous, on n'est pas aussi bon que ça. On a encore un peu de marge. Mais voilà, on est je pense effectivement, il y a une notion historique qui n'est pas à négliger, en fait. Il y a un ancrage historique. Mais aussi un ancrage, on va dire, par rapport aux locaux, clairement. Parce que on l'a vu, hein, donc. Puis après, une question de métier. C'est qui joue aussi là-dedans encore. Et les locaux, c'est pas facile parce qu'on est dépendant de la personne à qui si on n'est pas propriétaire, du coup, on va être dépendant du propriétaire des locaux. Nous, on a réussi à faire en sorte que les différents bureaux maintenant sont tous énergie renouvelable, sauf celui-là de Fribourg. Mais par contre, on a pu négocier avec le propriétaire que le jour où le chauffage à distance s'installe dans la rue, il s'y raccorde directement. D'accord. Non, c'est chouette. Voilà. Effectivement, c'est un enjeu. Après, c'est quelque chose qui s'est adapté aussi dans la comptabilité carbone. Je ne sais pas si vous l'avez vécu aussi ces dernières années. Par exemple, le GHG protocole. Pour les locaux où on est locataire, en fait, la partie fourniture de chaleur, elle est passée du scope 2 au scope 3. Donc, dans des émissions qu'on maîtrise nettement moins. Et on n'est pas tellement responsable, finalement. Elle reste quand même dans notre scope. Mais effectivement, c'est... Oui. On les considère dans le bilan de toute façon aussi, parce que ça fait partie de nos émissions. Mais disons... L'agent qui est utilisé pour produire le chauffage, l'agent énergétique, on ne le maîtrise pas tellement. Et ça, c'est un problème spécifique suisse. On a tellement de locataires, y compris dans les entreprises, que du coup, on est un peu dépendant. Oui, tout à fait. Et puis, donc ça, c'est un peu pour les impacts internes de votre façon de travailler. Si je prends un exemple, nous, on est aussi une société de services. Nous, on a organisé notre stratégie de durabilité en 3 piliers. On a un pilier, le premier pilier, c'est la RSE entre guillemets standard, donc le plan de mobilité, tous ces éléments-là, sur lesquels on pourrait se comparer, je pense, assez facilement. Ensuite, on a un deuxième pilier qui concerne vraiment notre cœur de métier, c'est-à-dire le digital, donc le numérique. Donc sur le deuxième pilier, on aborde toutes les problématiques liées au numérique, donc l'empreinte des data centers, l'empreinte du travail des développeurs, toutes les problématiques aussi sociétales, donc tout ce qui concerne la protection des données, l'accessibilité des différents sites internet. Voilà, il y a beaucoup d'éléments sociétaux aussi. Et puis ensuite, on a un troisième pilier qui correspond plus au projet qu'on fait pour les clients.
Et là, du coup, c'est là où se trouve vraiment pour nous la valeur et la possibilité d'avoir de l'impact, en fait. Parce que faire un site web éco-responsable, mais pour faire de la promotion de vente de billets d'avion, c'est un peu se tirer une balle dans le pied. Par contre, de faire un site qui va permettre de, je sais pas, un des exemples qu'on a récemment, on collecte des données de biodiversité pour pouvoir faire une cartographie de la Suisse et puis identifier des projets prioritaires. Là, on sait que c'est des projets qui ont plutôt un impact positif. Et du coup, c'est en faisant ce genre de projet qu'on arrive à ce que toute l'entreprise ait un impact positif. C'est de rechercher du sens finalement dans ce qu'on fait. C'est de rechercher du sens et au-delà du sens, de l'impact. Donc nous, on fait vraiment le travail d'essayer de mesurer ces impacts, ce qui est pas facile, c'est très subjectif. Mais en fait, on mesure ces impacts par rapport au goal du développement durable et on a mis ça comme boussole générale pour l'entreprise. On a vraiment deux dans notre boussole de pilotage. On a deux facettes. On a la santé financière de l'entreprise et l'impact positif. Et vraiment, on essaye de l'améliorer toujours. Et ça, c'est du travail de long terme parce que ça va être de rentrer dans des réseaux dans lesquels on n'est pas forcément, de convaincre des futurs clients de travailler avec nous, puis d'amener cette valeur ajoutée. Comment vous vous positionnez, vous, sur les projets? Est-ce que dans la sélection des projets ou peut-être dans l'impulsion que vous pouvez mettre dans certains projets? Est-ce que ça fait partie de votre stratégie de durabilité? Alors, nous, on a clairement sur les projets donc la possibilité d'être force de proposition. Même si, on va dire, c'est plus facile, plus on arrive tôt dans le processus. Le problème du domaine de la construction, c'est que, typiquement pour le domaine de l'environnement, régulièrement, les gens, ils arrivent très tard. Donc, on les mandate, en fait, quand le projet est déjà ficelé, quand on sait déjà où ça va se faire, comment ça va être fait. Puis donc, on est là pour limiter les dégâts plus que pour réellement améliorer le projet, ce qui est dommage. Mais il y a de plus en plus aussi une prise de conscience des maîtres d'ouvrage, où on constate que, notamment poussé par les côtés politiques, par les administrations publiques, que ce soit fédérales, cantonales, voire communales, qui mettent en place des campagnes d'information, des outils, qui recommandent un certain nombre de standards, etc. On a quand même des choses en place maintenant qui permettent de sensibiliser les gens et puis de les inciter en fait à prendre en compte ces choses-là, ces considérations, à avoir une approche plus large, certains diront holistique, des projets et puis de considérer des aspects beaucoup plus tôt dans le projet. C'est difficile pour les maîtres d'ouvrage, parce que prendre de l'argent en main, financer finalement un mandataire, ce qui va lui coûter 5-10 000 francs peut-être sur des premières phases de projet, ça, c'est pas évident. Les gens, ils savent peut-être même pas s'ils vont réaliser le projet, etc. Et puis tout l'argent qu'ils dépensent à ce moment-là, c'est de l'argent où, en fait, il y a un gros point d'interrogation derrière pour savoir est-ce que c'est bien investi ou pas. Mais je suis convaincu que, en fait, les ingénieurs, ils ont beaucoup à apporter à ce moment-là, parce que nous, ce qu'on constate, c'est que les coûts de développement de projet, et encore plus les coûts pour l'ingénieur en environnement, en termes de pourcentage, si je dois donner un ordre de grandeur, on va dire, habituellement, le génie civil, le développement du projet, c'est 10% des coûts de l'ouvrage. Le coût pour l'ingénieur en environnement, c'est 2%. Donc on parle vraiment d'un impact minime en termes d'impact financier, surtout si on considère après encore la durée de vie du projet, tous les coûts de fonctionnement, d'entretien, de remise en état, etc., qui représentent finalement par rapport aux coûts d'investissement, si les coûts d'investissement c'est 20% des coûts du projet, 80% c'est le fonctionnement. Sur la plupart des ouvrages, pas tous, il y en a certains où c'est un peu moins, mais disons que ordre de grandeur, c'est un peu ça, ces ordres de grandeur avec lesquels on joue, et puis qu'on doit expliquer aux clients, qu'on doit convaincre aussi pour qu'eux, ils comprennent ce message et puis qu'ils comprennent l'importance de considérer les choses tôt dans le processus, parce que c'est là où on peut avoir un impact, avec le choix de l'emplacement, avec des réflexions sur la matérialité, comment est-ce qu'on va réaliser les choses, etc. Mais par rapport à ce que tu disais, en interne, on a mis en place effectivement aussi des choses. On a, dans notre cadre gestion qualité, on a un domaine qui concerne la qualité sur les projets, la qualité de réalisation, et puis une partie, on va dire, sur la partie environnementale. Et dans cette partie environnementale, ces dernières années, en fait, on l'a développée pour ne plus être uniquement le processus environnement, mais devenir en fait un processus RSE. Ce qui veut dire que nous, on intègre toute la partie gestion interne dans ce processus-là, mais on intègre aussi la gestion sur les projets, et on étend de plus en plus les outils maintenant de suivi de projet, d'accompagnement de projet, pour être des outils vraiment à visée large en termes de développement durable. Voire en intégrant en fait aussi les évolutions qu'il y a eu sur la définition de la durabilité même, puisqu'on passe d'une durabilité faible à ce qu'on appelle aujourd'hui la durabilité forte, avec ce modèle, on va dire plutôt de cercle concentrique que de cercle intersectant. Et c'est vrai que c'est des choses où la notion de limite
planétaires qu'on connaît aussi de plus en plus, ils viennent de plus en plus importants, et puis les gens ils commencent à comprendre aussi, puis à voir et à vivre en fait aussi ce que ça veut dire, le changement climatique, les limitations des ressources, les problèmes finalement aussi de coûts de construction qui augmentent, des problèmes de santé qui peuvent être liés à des matériaux qu'on choisit ou qu'on ne choisit pas, en l'occurrence, etc. Donc on a pas mal de choses où on peut avoir un impact sur nos projets, puis on essaye quand on dimensionne par exemple des ouvrages pour l'alimentation en eau potable ou pour le traitement des eaux usées, voire des ouvrages routiers, on a une durée de vie de 80 ans en principe. Donc c'est des choses qui doivent vivre dans le temps, qui doivent résister dans le temps, et puis où on arrive en fait aussi à avoir du coup un impact sur la durée. C'est pour ça que je parlais de l'impact. D'autant plus important de réussir à mettre la petite étincelle de durabilité dans la conception du projet. Exactement, ne serait-ce que pour la résilience aussi du projet. Nous, ce qu'on voit aussi, c'est on n'arrive pas non plus à convaincre tous les clients de faire de l'éco-conception, par rapport à la récolte des données. Enfin, il y en a toujours qui sont très gourmands. Mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en faisant ce travail, alors nous, on a des cycles beaucoup plus courts. Hein, les projets qu'on fait, ils ont des durées de vie de 2 à peut-être 10 ans pour les projets qui se portent bien. Mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, en faisant ce travail de sensibilisation, si c'est pas pour ce projet, c'est pour le projet d'après. Et en fait, ça fait 5-6 ans maintenant qu'on fait vraiment ce travail d'essayer d'avoir un bilan en termes de durabilité des applications qu'on fait. Et en fait, les gens reviennent. En fait, après 2-3 ans, il y a un autre projet qui arrive. Et là, du coup, ils sont tout de suite plus enclins à dire est-ce qu'on va tacler ça dès le début et puis s'en occuper sérieusement dès le début. D'accord. Donc c'est un travail de longue haleine. Hein. Il faut clairement. réussir à convaincre. Mais le développement durable, ça date pas d'hier non plus. Hein. C'est quelque chose qui a déjà une histoire. Ouais. C'est quelque chose qui est pas récent en soi, en termes de considération, mais où on voit que mobiliser la société, mobiliser les gens, ça prend du temps. Et c'est vrai que c'est surtout ça qui est difficile. Puis on le voit aussi en interne vis-à-vis des collaborateurs, quand il s'agit de mettre en place nos propres mesures de RSE, nos propres plans de communication, de comment est-ce qu'on engage les gens, comment est-ce qu'on identifie finalement, comment on discute avec quelle personne, etc. Puis l'importance de personnaliser le message qu'on essaie de faire passer pour que ce soit adapté à la personne qu'on a en face. Donc d'avoir une sorte de profil finalement des gens, c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'importance pour que les mesures soient efficaces et la communication soit efficace. Par rapport à l'activation des collaborateurs, nous on a passé aussi plusieurs étapes. Je pense qu'au début, la durabilité était vraiment portée par les fondateurs. Qui ont posé le cadre, donc la vision pour l'entreprise. Maintenant, on est une société à mission, donc on a le but de l'entreprise, on a des principes qui touchent la durabilité, ce qui fait qu'on a un cadre théorique qui est assez en place. Mais par contre, après, sur les aspects pratiques, en fait, ça a été toujours quelques personnes clés dans l'entreprise qui étaient en charge de ces éléments de durabilité. Et puis, il y a 4-5 ans, on a essayé de faire de l'activation. Donc, on a testé des fresques du climat, des différents outils d'activation, différents ateliers. Et je pense qu'on a été trop vite, en fait. On se retrouvait en fin des ateliers, des gens qui disaient « Ah, j'ai appris plein de choses, j'ai envie de m'y mettre, j'ai envie de faire quelque chose. » Mais en fait, je sais pas quoi. Et du coup, on avait des profils qui avaient pas vraiment de bras de levier à disposition. Ce qui fait que c'était une certaine frustration parce qu'en fait, ils avaient aussi envie de participer à l'effort de durabilité, mais ils n'avaient pas ce bras de levier à disposition. Oui. Mais ce qui est déjà positif, parce qu'on a aussi des cas que nous on constate, que ce soit en interne, mais aussi auprès des clients où on fait de la sensibilisation. On constate qu'il y a des gens en fait qui sont clairement réticents, et puis qui en fait, quand on leur présente les choses, ils ont la réaction de rejet. Donc ils deviennent carrément opposants par rapport à la démarche, et c'est parfois pas évident de trouver le bon angle d'approche après pour essayer de convaincre aussi ces résistances internes finalement. Oui, alors je pense que de toute façon on n'arrivera jamais à convaincre 100% des gens, mais effectivement c'est bien d'avoir cette motivation d'aller de l'avant. Après il faut réussir à la concrétiser sur des actions concrètes, quoi. Clairement. Nous, ce qu'on a fait, c'est il y a 3 ans, on s'est dit ok, mais il faut qu'on donne du bras de levier à tout le monde. Du coup, on est revenu sur un peu des fondamentaux, des choses qui se faisaient déjà en fait, mais qui se faisaient pas de manière systémique. Donc en fait, on est revenu sur vraiment travailler la performance, travailler l'accessibilité, travailler protection des données, travailler les optimisations serveurs et tous ces différents éléments-là. Maintenant, on les traite de manière systémique avec une grande checklist qui permet à chacun sur chaque projet d'évaluer un peu les forces et faiblesses du projet. Et grâce à ça, en fait, on arrive à faire que tout le monde ait de quoi contribuer.
Ça a été facile de l'opérationnaliser de cette façon-là chez vous, pour que les gens l'utilisent réellement. C'est Parce que je veux toujours dire, en cours. développer les outils, etc., mettre à disposition des formulaires, que ce soit des checklists ou autres, c'est quelque chose qui est relativement facile s'il y a des compétences et s'il y a des gens qui maîtrisent le sujet. Par contre, après, de faire en sorte que ce soit réellement utilisé, c'est, je pense, là, le pas qui est beaucoup plus difficile. Et c'est le pas difficile et surtout, il n'est pas entièrement dépendant de nous parce qu'en fait, on doit embarquer nos clients avec. Oui. En fait, si le client embarque avec et veut suivre et est prêt à faire le petit effort, c'est comme tu disais, je pense qu'on parle de 1 ou 2% d'efforts supplémentaires, où il peut même y avoir des gains au final, hein, mais il y a quand même une petite impulsion à faire. Et si le client est d'accord de suivre la direction, là, ça se passe assez bien. Par contre, on a d'autres clients qui disent, bah non, en fait, ça nous intéresse pas, et puis on veut rester sur du classique, entre guillemets. Bon, après, ça n'empêche pas qu'on peut faire la démarche en interne quand même. Je veux dire, là... Alors, les formations se font en interne, et puis après, la démarche peut être faite. Mais c'est vrai qu'après, il y a 2-3 détails d'implémentation où là, il nous faut l'aval du client pour suivre. Mais ce qu'on fait, par contre, c'est qu'on fait notre devoir de transparence jusqu'au bout. Donc, en fait, que le client veut le suivre ou pas, à la fin, quand on délivre le produit, on le délivre avec comme la petite étiquette qu'il y a sur le congélateur avec la consommation énergétique. Alors, on fait la même chose, mais pour les produits digitaux, sur les aspects énergétiques, sur les aspects sociétaux, sur les aspects de gouvernance du produit. Voilà, on a une étiquette multicritère. Oui, et puis qui sont importants parce que finalement, il y a tellement de composants dans l'informatique, au final, avec des provenances diverses et variées, que c'est un réel enjeu. Et on fait le pari de, comme pour l'étiquette, hein, le client qui reçoit son étiquette, qui a du rouge et du orange, ça le chatouille et généralement, pour le prochain projet, il va essayer de viser au moins d'être en catégorie B, c'est la première qui est verte. Surtout quand c'est la gouvernance qui commence à voir ces évaluations-là. Exactement. Qui, elle, a un autre bras de levier, puisqu'au final, pour eux, la communication, c'est aussi quelque chose d'important, la communication vis-à-vis de l'extérieur aussi. Et de se retrouver avec une bonne évaluation, c'est quelque chose qui est quand même très utile aussi en termes de communication. À l'interne, tout à fait. Nous, on le voit, pas seulement en interne, nous on le voit aussi, par exemple, sur les projets. Quand nous, on a des projets sur lesquels on doit convaincre, typiquement sur les projets des autorités publiques, si un chef de service pour la construction des routes, que ce soit service des ponts et chaussées, par exemple, qui développe un nouveau projet, en fait, si lui, son projet, il peut montrer que, en fait, ça a un impact sur la connectivité, sur l'économie locale, parce que ça rend accessible les choses, qu'on a pris en compte la mobilité douce dans le développement du projet, que le choix des matériaux a été fait en favorisant des matériaux qui viennent pas de trop loin, qu'on est sur des entreprises qui ont des critères, dans le cadre des appels d'offres entreprises, qu'on met en place des critères sociaux pour choisir la bonne entreprise qui réalise la chose, etc. Qu'on a réduit les émissions en réutilisant le plus de matériaux sur place, qu'on réduit les transports parce que en fait les matériaux d'excavation, à la place de les mettre en décharge, ce qui occupe de la place et ne valorise pas finalement ces matériaux-là, en fait on a cherché à les valoriser sur site directement dans le cadre du projet ou sur des projets voisins, etc. C'est toutes ces évaluations-là. Après, en fait, c'est important d'arriver à les communiquer. Et c'est vrai que un cadre comme des standards ou des choses comme ça, c'est quand même très utile. Et ça, vous le faites, donc quand vous faites un projet, quand vous avez terminé un projet, vous faites ce travail de transparence, de communication des différents impacts? On essaye de le faire plutôt en parallèle du projet. Mais ça, de nouveau, c'est une question, comme tu disais, d'adhésion du client par rapport à la démarche et d'être prêt à aller de l'avant par rapport à ça. Mais on a effectivement des clients qui essayent d'aller dans ce sens-là. Et moi, j'ai eu le plaisir de collaborer à l'élaboration d'un des standards qui est maintenant recommandé par la KBOB, notamment pour tout ce qui est infrastructure publique. Donc, on a un standard qui existe en Suisse, qui est porté par un réseau public-privé pour les infrastructures durables. Et c'est vraiment quelque chose qui continue à évoluer, qui continue à vivre, et puis qui permet d'évaluer effectivement le projet, mais aussi de communiquer. Et puis, c'est ce que je disais avant, c'est que en fait, le chef de service, il a un devoir de reporting vis-à-vis des autorités politiques, du conseil communal, etc. Et si on lui met à disposition les outils pour communiquer sur son projet a beaucoup plus de chances, en fait, finalement, de passer la rampe, d'être approuvé, d'obtenir le crédit pour l'investissement, et du coup, de pouvoir être réalisé. Donc, un bon projet, avec une bonne évaluation, forcément, c'est plus facile à faire passer qu'un mauvais projet. Et un projet où il y a une évaluation positive à la fin, ça sert aussi de récompense en fait à tous les gens qui sont investis sur le projet, que ce soit le mandant ou les acteurs. Oui, clairement. Mais c'est un effort continu. Pour moi, c'est pas uniquement une évaluation en fin de projet, c'est vraiment quelque chose, mais je pense que vous le vivez aussi comme ça. Ah bien sûr, l'évaluation c'est que le résultat, du projet, de tout ce qui a été mis en place au niveau du projet. Oui, alors nous, on fait cette checklist qu'on utilise, on l'a fait en début de projet, ça permet d'identifier tous les points d'attention et ensuite on l'utilise continuellement durant le projet.
et ensuite on a une version finale qui sert de rapport. Prenez en compte aussi, on va dire, les souhaits de vos clients dans cette évaluation-là, c'est-à-dire vous faites une première, quand vous remplissez la checklist de base au début du projet. Ça se fait avec eux. C'est vraiment un atelier d'un après-midi avec eux, parce qu'en fait il y a toute une série de points où c'est eux qui ont la décision dessus, et en fait ça va jusqu'à challenger un peu des décisions business en fait. Donc oui, bien sûr, c'est un travail qui se fait avec eux dès le début, et puis le suivi aussi. C'est eux qui doivent fixer les objectifs dans un certain sens. Nous, on peut les accompagner. Comme tu disais avant, nous, c'est eux de fixer les objectifs, mais nous, on doit les conseiller, parce qu'en fait, typiquement dans le numérique, tout ce qui est impact du numérique, c'est assez flou pour beaucoup de gens. Donc en fait, c'est à nous de les accompagner sur quels sont les impacts de leurs décisions. Il existe des plateformes, etc. aujourd'hui qui référencent ces informations-là, où on peut les accéder relativement facilement. Mais c'est vrai que même ça, en fait, parfois, il faut un œil un peu critique pour regarder un peu plus loin, éventuellement, aller chercher les informations chez le fabricant, aller fouiller un peu pour trouver les bonnes infos et les bonnes valeurs, et puis après, arriver à communiquer les choses, et puis expliquer finalement ce que ça veut dire, ce résultat. Parce qu'un chiffre, c'est facile, mais sans contexte, ça veut rien dire. Et puis avant, tu parlais de normes. Du coup, vous avez contribué à une norme suisse ou bien quelque chose d'international? J'avais parlé d'un standard, effectivement, un standard suisse, mais c'est vrai que notre bureau est aussi pas mal impliqué dans tout ce qui est normalisation, dans les différentes associations professionnelles, puisqu'en Suisse, finalement, la normalisation, elle est structurée. Donc, il y a une fêtière, qui est la Société suisse de normalisation, la SNV, et puis qui, après, en dessous, se répartit dans des associations métiers. Il y a la SIA pour les ingénieurs et architectes, il y a la VSS pour tout ce qui est routier, et ingénieur de trafic, etc. Il y a la VSA pour l'évacuation des eaux, il y a la SSIGE, donc qui s'appelle la SVGW maintenant, qui est pour tout ce qui est eau potable et gaz, etc. Donc il y a différentes associations qui existent, et c'est vrai que en fait, par conviction et pour représenter aussi un peu le côté métier finalement, on a des collaborateurs chez nous effectivement qui participent dans les commissions de normalisation à l'écriture des normes. Mais ce que je disais avant, je parlais effectivement d'un standard, donc quelque chose qui n'a pas le même niveau, on va dire, en termes d'exigence. Une norme, ça représente finalement l'état de l'art, l'état de la technique, et c'est souvent ce qui est exigé aussi devant les tribunaux pour prouver qu'on a bien fait son travail. Si on respecte les normes, en règle générale, on peut dire qu'on a fait correctement son travail. On peut déroger aux normes, mais alors il faut expliquer en quoi ce qu'on fait, ça permet d'arriver aux mêmes exigences de sécurité, etc. Et pourquoi finalement déroger à la norme, c'est plus intéressant par rapport au projet, et pourquoi ça se justifie. Donc on a besoin d'expliquer après les choses. C'est plus difficile de déroger aux normes, mais c'est possible. Et dans le sens du développement durable, malheureusement, il n'y a pas encore toutes les normes qui sont vraiment, on va dire, adaptées et conçues pour être voire à l'opposé, bénéfiques. Tu dois déroger aux normes pour pouvoir faire les choses bien. Exactement. Ouais. C'est clairement ça. C'est-à-dire que on a des normes en fait qui s'opposent carrément au développement durable parce que les exigences qu'on formule font sens du point de vue de certains aspects, mais dans une considération globale, parfois, en fait, il vaut mieux faire différemment pour arriver au même résultat en termes d'exigences sécuritaires, en termes d'exigences de qualité et de durabilité justement dans le temps, mais avec une solution qui est peut-être plus durable que ce qui est exigé dans la norme. Vas-y, parle-moi de ton système de valorisation. Effectivement, donc dans le cadre de la mise en œuvre du développement durable au sein de l'entreprise, on a mis en place un système qui permet de récompenser aussi les collaborateurs, voire les sociétés du groupe. On a 2 prix en fait qu'on a mis en place et qu'on donne maintenant chaque fin d'année lors des réunions plénières où on réunit en fait tous les collaborateurs de la société sur un site. C'est un événement un côté informatif mais aussi festif pour récompenser les gens, pour célébrer finalement ce qui s'est passé dans l'année et notamment mettre en évidence 2 aspects du développement durable. Un, c'est la prise en compte du développement durable sur les projets. Donc on distribue un prix par rapport à ça et on met en valeur 2 à 3 autres projets encore qui dans l'année ont brillé particulièrement sur ces aspects développement durable. Donc il y a les gens, les auteurs de projets, donc les collaborateurs en interne qui ont travaillé sur ces projets qui sont mis en avant. On explique pourquoi ce projet-là a été choisi. Il y a une commission qui existe pour choisir les projets. Et on a un 2e prix qui est basé finalement sur tout ce que... on avait parlé des bilans CO2, on avait parlé des aspects mobilité, etc. On a en fait une évaluation qui est faite chaque année dans le cadre de notre certification de développement durable et puis dans le cadre de la gestion des aspects environnementaux en interne de l'entreprise, où en fait on fait un ranking des différentes sociétés et la société qui a le plus réduit finalement son impact
C'est pas celle qui fait le mieux, donc qui a le plus faible impact. C'est celle qui a fait le plus d'efforts dans l'année. Elle est mise en évidence avec un deuxième prix qui récompense effectivement donc le prix du développement durable et de la gestion durable de l'entreprise en interne. Donc on a ces deux prix, ces deux jolis objets en bois que l'on peut mettre en évidence chez nous et puis qu'on offre en fait chaque année. Du coup, ça passe d'un bureau à l'autre en fonction des résultats. Hyper bien. Ouais, nous, on y a réfléchi plusieurs fois. Je crois que dans la culture, c'est un peu, on essaye de pas trop jouer là-dessus. Quand on distribue les bonus, c'est le même bonus pour tout le monde. Enfin voilà, il y a pas trop ça. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place on a des dashboards par équipe. Donc chaque équipe a des indicateurs et puis elles ont un indicateur en termes d'impact développement durable. Donc ce qui fait que les équipes se comparent un peu parmi et puis ça sert d'incitatif parce que une équipe qui a son indicateur dans le rouge, forcément que ça va un petit peu les chatouiller et puis qu'ils vont essayer de comprendre pourquoi et d'essayer de résoudre cette problématique. Donc c'est plutôt des outils de motivation sans qu'on soit allé jusqu'au prix. Nous, c'était le choix d'aller jusque-là parce que ça fait partie aussi des choses qui étaient souhaitées. C'est vraiment ici d'une discussion aussi avec les collègues et d'une tradition finalement au sein de l'entreprise. Ces prix pour mettre en évidence les projets, ça fait déjà quelques temps que ça dure. Et puis c'est vrai qu'on a renouvelé du coup ces choses-là en modifiant un peu, en adaptant les critères finalement. Mais par rapport à ce que tu disais au niveau du dashboard et du suivi finalement, il y a un point d'attention, je pense, et puis je pense que vous le suivez aussi, c'est qu'il y a des critères sur lesquels les gens peuvent agir, et il y a des choses qui dépendent entièrement finalement du mandat et donc du client. Et c'est vrai que suivant quelle équipe, à quel client, ça peut être parfois un peu difficile d'arriver à des bons résultats. Oui, tout à fait. Alors après, on a la chance que les cycles projets sont plus courts, donc en fait, des fois, effectivement, ça va dépendre du projet, du client, et puis après, ça va permettre de changer. Je pense qu'on a moins de projets qui tirent en longueur sur des dizaines d'années. C'est le propre de certains du projet d'infrastructure, effectivement, de durer très longtemps. Surtout si on part de l'avant-projet jusqu'à la réalisation des gros projets routiers, on parle effectivement de plusieurs décennies de développement de projets avant que ce soit réalisé. Il y a des gens qui ont travaillé sur des projets qui ne les ont jamais vus se réaliser. Et voilà, ça existe. Mais c'est pas non plus la règle. Je veux dire, moi, j'ai la chance, dans le domaine où je travaille, c'est-à-dire le domaine de l'environnement, d'avoir les deux aspects. D'accompagner des projets, on va dire, au long cours, donc avec une vision, on va dire, d'impact aussi à long terme, mais d'être aussi sur du suivi de réalisation, par exemple, où en fait on a cette satisfaction, moi je dis satisfaction immédiate, le plaisir de la satisfaction immédiate et de l'impact direct en fait sur le chantier, c'est-à-dire on voit ce qu'on fait et les décisions qu'on prend, l'accompagnement qu'on fait, où on essaye d'améliorer la situation, forcément ça se voit directement. Et c'est important de rester motivé au travail, donc d'avoir du plaisir. Dans les petites actions simples qu'on a mis en place dernièrement, on a rajouté sur le formulaire pour les notes de frais, on a juste rajouté un champ pour savoir s'il y a un effort particulier avait été fait pour des notions de durabilité, ce qui va inciter les gens. Des fois, le simple fait de poser la question, ça lance la réflexion, et puis là-dessus, on va pouvoir voir aussi qui c'est qui fait des efforts particuliers ou pas. C'est chouette d'avoir ce genre de suivi, c'est vraiment important. Puis je pense qu'on peut suivre beaucoup plus de choses comme, on va dire, critères extra-financiers à travers le suivi financier de l'entreprise, du travail de tous les jours finalement. Que ce soit dans les frais, les factures, etc. On peut mettre, avec un petit effort finalement, on peut avoir beaucoup plus d'informations et beaucoup plus de richesse aussi d'informations. Alors ça, je pense que c'est clé. Réussir à embarquer les équipes des finances sur la mission de la durabilité, je pense, c'est assez clé parce que tout passe par les finances. Donc en fait, si on trouve les bons relais au sein de l'équipe comptable, je pense que c'est vraiment un gros plus. Que ce soit pour faire du reporting CO2 ou quoi que ce soit d'autre comme reporting, c'est vraiment important. Clairement. Leader en transition, avec le soutien du service de la promotion de l'économie et de l'innovation du canton de Vaud et de la direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle du canton de Fribourg.